suis Camille aussi, je suis chirurgien plasticien à l'hôpital américain. J'ai fait une formation de chirurgie plastique à Paris et j'étais praticien hospitalier à l'hôpital Saint-Louis pendant plusieurs années dans le service de chirurgie plastique et dans le centre du maladie du sein de l'hôpital Saint-Louis avant de rejoindre l'hôpital Je américain. suis oncologue médicale. J'ai rejoint l'hôpital américain depuis 4 ans pour monter l'unité de prise en charge du sein, l'unité globale du parcours sein. Et j'ai passé avant ça une vingtaine d'années à l'Institut Gustave Roussy dans le comité dédié à la prise en charge du cancer du sein. Alors, la première chose importante, mais ça, Mathilde va revenir bien évidemment dessus, c'est que quand on parle de la reconstruction des patientes, finalement, la reconstruction du sein, la reconstruction chirurgicale n'est qu'un tout petit aspect d'une reconstruction beaucoup plus globale et Mathilde va pouvoir revenir sur tous les autres aspects. Moi, pour la partie, on va dire, chirurgicale, qui s'occupe vraiment de la reconstruction du sein, c'est une étape qui va commencer tout de suite. Dans tous les cas, quelque part, puisqu'on va en reparler, mais la reconstruction du sein peut avoir lieu dans certains cas, encore plus restreints, mais en même temps que le traitement du cancer, en même temps que la mastectomie, on appelle ça la reconstruction immédiate. Et encore dans la majorité des cas, elle va avoir lieu après les traitements et ce sera une reconstruction secondaire. Mais la reconstruction, finalement, je conseille aux patients de la démarrer assez rapidement après les traitements du cancer, puisque justement, on aura l'occasion d'en reparler, mais il y a beaucoup de choses qui vont permettre de préparer la reconstruction, des soins de kinésithérapie, des massages, des cures thermales, etc., qui vont aider à la reconstruction. Donc, quelque part, en fait, la reconstruction, elle est dans la continuité de la prise en charge du cancer du sein et on doit en parler dès le début. Tout ça, ça se discute en réunion de concertation pluridisciplinaire avec les oncologues. Et en gros, si on ne peut pas faire la reconstruction immédiatement, on va faire une reconstruction différés et en fonction des traitements qui vont être proposés, le temps qu'il faudra attendre avant de pouvoir faire la reconstruction chirurgicale varie. S'il n'y a pas de chimiothérapie, pas de radiothérapie, par exemple, on va pouvoir la commencer assez rapidement, c'est-à-dire 3 mois après la mastectomie. Si il y a de la chimiothérapie, on va attendre 3 mois après la fin de la chimiothérapie pour pouvoir commencer à l'envisager. Et en dernier lieu, en cas de radiothérapie, on laisse un délai assez long pour que la peau récupère bien son élasticité. Et là, on attend plutôt des délais de 9 à 12 mois avant de pouvoir proposer l'opération. Donc, mais tout ce délai finalement d'attente doit être mis à profit par les patientes pour consulter déjà, pour consulter des chirurgiens plasticiens, consulter des chirurgiens qui font de la reconstruction, qui vont leur proposer différentes choses, pour s'occuper d'elles sur le plan global, et ça, Masti évidemment va en reparler, et au niveau cutané, de la préparation cutanée. Mais là, on a parlé du délai minimum. Une dernière petite chose, c'est qu'il n'y a pas de délai maximum. C'est-à-dire qu'il y a des patientes qui se disent qu'elles n'ont pas fait la reconstruction finalement dans la suite immédiate de leur cancer, mais parfois il y a des patientes qui consultent 10 ans après et évidemment il est toujours possible de faire une reconstruction du sein même des années après la prise en charge du cancer. Il n'y a pas de délai maximal, loin de là. L'après-cancer, c'est finalement une notion assez récente. Nous, oncologues, enfin la communauté médicale, commence à s'y intéresser depuis une dizaine d'années. C'est les Américains qui ont commencé et puis nous, on continue. En France, il y a d'ailleurs une cohorte dédiée qui s'appelle Canto, qui est une cohorte de femmes qui sont suivies dans cet après-cancer, ce qu'on appelle l'après-cancer, pour essayer de comprendre ce qui s'y passe. Et en réalité, ce n'est pas vraiment un après-cancer, c'est vraiment la suite du cancer, c'est-à-dire que le parcours de ces femmes et les problèmes liés au cancer du sein ne s'arrêtent pas après la chirurgie ou après la radiothérapie ou la chimiothérapie. Il y a vraiment tout un tas de conséquences de la prise en charge des cancers du sein et des conséquences physiques et psychiques que finalement on commence à découvrir.
Et c'est vraiment pas, une notion secondaire. Aujourd'hui, on estime que, 2 de l'ensemble des femmes dans les pays occidentaux, dont la France, 2 des femmes sont des femmes concernées par cet après-cancer. 2 des femmes sont des femmes qui ont eu un cancer du sein et qui sont dans cet après-cancer. Et donc c'est une proportion très importante de la population, et on se rend compte aussi qu'on a fait des progrès considérables, hein, dans la survie après cancer du sein, heureusement. Des progrès, on a diminué de 20 la mortalité, mais ces progrès, malheureusement, s'accompagnent aussi de beaucoup de complications parce que, on fait des traitements de plus en plus lourds, de la chimiothérapie, des chirurgies complexes, la radiothérapie, les traitements anti-hormonaux. Donc tous ces progrès, qui permettent aux femmes de guérir d'un cancer du sein sont malheureusement aussi source de conséquences néfastes pour ces femmes et sont finalement assez destructeurs pour les femmes, en parallèle. Typiquement, vous voyez, par exemple, la mortalité par problème cardiovasculaire après un cancer du sein, elle est estimée à 20 de la mortalité dans cet après-cancer, là où la mortalité par cancer et par récidive de cancer est de moins de 30. Donc c'est vraiment important. Et c'est vraiment global et c'est là où c'est complexe. C'est-à-dire que ce n'est pas que une prise en charge cardiovasculaire, c'est aussi des complications physiques en termes de le fameux gros bras, le lymphœdème du bras qui continue malheureusement à se voir jusqu'à 2 ans après le diagnostic. C'est des problèmes aussi beaucoup moins nets et plus flous et plus difficilement perceptibles, comme la fatigue liée au cancer, et on sait qu'elle persiste 5 à 10 ans après le cancer. C'est des problèmes aussi cognitifs, les troubles de concentration, qui évidemment pour des femmes qui travaillent dans la vie sociale, dans la vie familiale, troubles de concentration, troubles de la mémoire, ça aussi, ça commence à être vraiment décrit et vraiment objectivé par des IRM. Et puis, encore une fois, il y a aussi des problèmes psychologiques, les dépressions, les troubles anxieux qui persistent, des problèmes familiaux et plus intimes, la vie sexuelle. Très récemment, au Grand Congrès de l'ESMO, il y avait une présentation sur les troubles sexuels qui apparaissent après la prise en charge d'un cancer du sein, liés à la maladie, mais liés aussi aux traitements anti-hormonaux. Donc, vous voyez que c'est un vaste sujet qui concerne la santé de la femme dans sa globalité, qui concerne des effets destructeurs malheureusement de nos traitements et qui nécessite de notre part une prise en charge vraiment globale et sérieuse en termes de reconstruction. Heu, Vraiment, on se rend compte, on a vu la diversité des problèmes possibles. On a vu qu'ils étaient à la fois psychiques et physiques. Nous, notre idée, c'est de poser une prise en charge la plus précocement possible et la plus coordonnée. Et c'est pour ça que dès qu'une femme vient chez nous diagnostiquée avec un cancer du sein et qu'elle va être traitée, on la met vraiment dans un parcours avec une infirmière de coordination qui va être son accompagnatrice référente, avec bien sûr l'équipe médicale, et qui va, dès le début, faire une espèce de cartographie, un état des lieux de l'état de santé psychique et physique de cette femme à travers des questionnaires, et qui va la suivre tout au long des traitements pour lui proposer à chaque étape des réponses à ses besoins, alors ça va être pendant la chimiothérapie, de l'accompagnement pour les effets délétères de la chimiothérapie, et puis bien sûr dans l'après, de l'accompagnement vraiment sur tout ce qu'on a évoqué. Et c'est vraiment à travers un parcours où on se rend compte que si on veut être efficace, il faut agir le plus tôt possible, informer le plus tôt possible, et vraiment voilà, aider les patientes pour quelque chose qui va être long, hein. On a vu, c'est 5 ans, 10 ans après, et les aider, dès le départ à rentrer dans cette dynamique vertueuse de la reconstruction. Alors ça, c'est un élément majeur, dans la reconstruction, du sein, ça va être les soins de kinésithérapie. Alors, elles sont dans l'idéal faites par un kinésithérapeute qui va être spécialisé dans la prise en charge des patientes atteintes de cancer du sein, de la reconstruction, qui vont avoir des formations dédiées. Mais, ça peut aussi être fait par les patientes elles-mêmes. Justement, elles sont,
formées par le kiné, qui va leur faire un coaching sur ce qu'elles peuvent faire elles-mêmes, un petit peu tous les jours, sur la mobilité de l'épaule, sur la mobilité de la peau, sur la palpation de la cicatrice. Et en fait, moi je vois quand je rencontre une patiente pour la première fois en consultation en vue d'une reconstruction du sein, je vois une patiente qui a fait de la kiné dès le début, qui a eu l'habitude de masser sa cicatrice, qui a été prise en charge et accompagnée là-dessus, par rapport à une patiente qui a eu une intervention, qui n'a jamais touché sa cicatrice, qui n'a jamais vu de kiné. Clairement, on a vraiment des différences sur la qualité de la peau qui va impacter directement les options qu'on va pouvoir lui proposer pour sa reconstruction. Puisqu'en fait, la reconstruction va dépendre directement, pas uniquement, mais va être fortement impactée par la souplesse et la qualité de la peau. Donc, c'est un élément déterminant. Et ce que disait Maasти, c'est que effectivement, la reconstruction, ça se prépare dès le début, ça s'anticipe et ça s'accompagne. Et on a la chance ici à l'hôpital américain d'avoir un parcours où justement ces étapes sont préparées. Et on est accompagné par une équipe de kiné, une kiné qui est formidable et qui va voir les patientes en consultation avant la reconstruction pour leur expliquer les mouvements qu'elles peuvent faire dès la préparation de l'intervention, mais aussi les premiers mouvements qu'elles vont pouvoir faire quelque part même dans leur chambre d'hospitalisation dès le lendemain de l'intervention pour éviter les enraidissements de l'épaule, faire les bons mouvements. Souvent, les patientes, elles ont peur de faire le mauvais mouvement, elles ont peur d'avoir mal et du coup, elles sont figées, elles sont voilà. Et on sait que le fait d'être limité dans ces mouvements, avec l'apparition des douleurs qui sont liées aux interventions, tout ça, c'est un cercle vicieux d'enraidissement, de fibrose, de douleurs potentiellement qui vont les suivre après dans les années à venir. Et donc ça, ce parcours-là, en particulier pour la kiné qui va nous vraiment être très très lié avec le traitement chirurgical, il est fondamental. Mais à la sortie des interventions, il y a un relais qui se fait par les kinésithérapeutes de ville et par les patientes elles-mêmes. C'est, on va dire, dans la grande majorité des cas, plusieurs interventions. En fait, quand on parle de la reconstruction du sein, c'est un processus et c'est pas une opération chirurgicale. Par exemple, pour une patiente qui a eu une mastectomie et qui va venir nous rencontrer pour connaître un petit peu les grandes étapes de la reconstruction du sein, généralement, on a 3 grandes étapes. Donc, une première intervention qui va consister à reconstruire le volume du sein. Donc, il y a plusieurs techniques qui sont possibles. On peut utiliser un implant, quand la peau est suffisamment souple. Parfois, on va utiliser les propres tissus de la patiente en prenant des tissus au niveau du ventre, au niveau du dos. Parfois, on va pouvoir utiliser la graisse de la patiente pour la réinjecter. Il y a plusieurs méthodes qui vont consister à recréer le volume du sein. Mais finalement, recréer le volume du sein, ça ne donne pas forcément une reconstruction aboutie, puisque c'est le résultat harmonieux de la poitrine qui va importer. Donc souvent, on a une deuxième étape, quelques mois après, qui va consister à intervenir sur le deuxième sein pour équilibrer, pour le réduire s'il est un peu trop gros, pour l'augmenter s'il est un peu trop petit, pour le remonter s'il a une forme un petit peu différente du sein reconstruit. Mais tout ça, ça va permettre d'harmoniser la poitrine. Et la dernière étape, ça va être la reconstruction de l'aréole du mamelon. Donc, dans des cas un petit peu standards, déjà, on s'oriente vers des étapes de 2 à 3 interventions. Ça peut être plus parfois, selon les techniques envisagées. Et alors, une chose importante, parce que forcément, là, on parle de la reconstruction, et moi, par définition, toutes les patientes que je vois en consultation, elles sont dans une démarche où elles se renseignent et elles demandent une reconstruction du sein. Mais il faut savoir qu'en France, encore à l'heure actuelle, en 2022, l'immense majorité des patientes qui ont une mastectomie, et on considère que c'est plus de 70%, ne vont pas faire de reconstruction du sein. Et ces patientes-là, forcément, moi, je ne les vois pas, puisque c'est des patients qui finalement vont arrêter leur parcours avant même de savoir ce qu'il est possible de faire. Donc, s'il y a, je pense, un message à donner, c'est déjà pour toutes les patientes qui sont dans ce processus et dans ce parcours, c'est avant de finalement de décider de ne pas faire de reconstruction, c'est de consulter, d'avoir au moins une consultation parce que les choses ont changé, les techniques ont évolué. On peut parfois encore entendre des choses sur la reconstruction qui sont complètement galvaudées et qui ne sont pas forcément adaptés à chaque patient, puisque forcément, voilà, il y a une infinité de possibilités. Donc, j'aurais tendance à dire dans la continuité, de prendre au moins un rendez-vous pour avoir une information un petit peu personnalisée sur ce qu'il est possible de faire.
Alors, oui, en fait, nous, notre idée, c'est que, l'approche, elle doit être vraiment psychocorporelle, que voilà, les femmes ne sont pas un corps détaché d'un psychisme, qu'elles sont un tout et que le cancer du sein vont impacter ce tout. Et on le sait aujourd'hui et c'est démontré scientifiquement que, beaucoup d'approches psychocorporelles vont à la fois apporter un bénéfice sur la santé physique et la santé mentale et qu'aujourd'hui, ce sont vraiment les approches les plus reconnues et les plus validées. Alors, en même temps, voilà, notre idée, c'était pas de faire un spa, pas de faire un institut de beauté, pas de faire une structure de soins alternatifs. Vraiment, l'idée, c'était de s'appuyer sur ce que la science, la médecine ont démontré comme étant vraiment efficace. On a vu l'après-cancer, c'est une affaire sérieuse, c'est une affaire de conséquences, encore une fois, physiques et psychiques qui peuvent être graves. Et donc, on s'est dit, voilà, on est un hôpital, on a des plateformes, on a des spécialistes, on a voilà, des spécialistes d'organes, des cardiologues, des gynécologues, des urologues, des rhumatologues, voilà, tout ce dont les femmes physiquement peuvent avoir besoin. Ce qu'il nous faut en plus, c'est aussi apporter ce qui va être bénéfique pour leur bien-être psychique, pour leur bien-être mental. Et ça, c'est dans le Wellness Lab intégré au sein de l'hôpital où on va proposer une prise en charge psycho-oncologique, on va proposer l'accompagnement d'un sexologue, l'accompagnement par de la méditation pleine conscience, dont le bénéfice est largement démontré sur les troubles anxieux, sur les troubles de concentration, et puis aussi de l'activité physique, parce que là aussi, on connaît le bénéfice de l'activité physique sur un plan physique, mais également sur le plan psychique dans cette étape de reconstruction, avec du pilate, de l'aviron, du yoga. Donc vraiment une approche à travers tous les soins psychocorporelles, les approches psychocorporelles dont le bénéfice est démontré, avec des praticiens expérimentés et qui ont cette spécificité, cette spécialité de la prise en charge de patientes qui ont eu un cancer du sein, parce que voilà, c'est un peu différent d'une prise en charge de quelqu'un qui n'a pas traversé cette épreuve. Et tout ça au sein d'une même structure, de façon coordonnée, accompagnée, toujours avec notre fameuse infirmière de coordination, pour vraiment voilà, proposer ce qui va correspondre aux besoins très spécifiques de chaque femme dont l'histoire et le parcours est différent de l'autre. Les conséquences immédiates de la chimio, on les connaît et voilà, on les gère comme toute structure d'oncologie, les nausées, les vomissements, les chutes de cheveux. Mais là encore, tout ça, malheureusement, se continue même quand la chimio est terminée et les conséquences sont différentes et malheureusement persistent dans le temps, longtemps après. Typiquement, par exemple, les problèmes cutanés, la peau qui va être plus sèche, la peau qui va être plus facilement irritable, les ongles également qui sont plus fragiles. Pour ça, évidemment, on a de l'accompagnement et ce sont nos socio-esthéticiennes qui ne sont pas n'importe quelle esthéticienne, ce sont vraiment des esthéticiennes formées dans une école spécifique qui s'appelle le CODES pour faire de l'accompagnement et des soins spécifiques des conséquences de cette chimiothérapie. Donc, on a les socio-esthéticiennes. Très prochainement, on va être accompagné de socio-coiffures, là aussi. Donc, ce sont pas des coiffeuses, ce sont vraiment des esthéticiennes avec une approche et des moyens dédiés pour les problèmes de cheveux, parfois des cheveux qui repoussent mal ou pas bien ou qui retombent dans cet après-cancer. Donc, vous voyez, typiquement, des soins physiques, des conséquences physiques de la chimiothérapie qui persistent malheureusement en filigrane après et pour lesquelles aujourd'hui on a des moyens et on peut apporter des réponses. Mais voilà, il faut que ça soit les bonnes réponses et les réponses adaptées à ces problèmes spécifiques. Alors oui, on vient de parler de l'après, et l'après va beaucoup dépendre de l'avant. C'est-à-dire que, on le sait aujourd'hui, si un cancer du sein est détecté tôt, pris en charge rapidement, clairement, et c'est là aussi démontré, les traitements seront moins lourds, la chirurgie sera moins lourde et moins délabrante parce que le cancer sera moins avancé. Il n'y aura peut-être pas besoin de chimiothérapie parce que là aussi, on a détecté le cancer tôt et qu'on l'a pris en charge très rapidement. Les traitements hormonaux seront peut-être moins longs. Donc, on voit
bah, l'après dépend beaucoup de l'avant et de est-ce qu'on a vite diagnostiqué ce cancer chez cette femme et est-ce qu'on lui a vite apporté les traitements dont elle a besoin pour la guérir et réduire au maximum les morbidités, les conséquences des traitements. Et on s'est rendu compte que, alors on a la chance d'avoir en France le dépistage auquel, on le sait, seuls 50% des femmes participent, mais bon, on a ce dépistage. Mais qu'est-ce qui se passe quand une femme a été dépistée avec une anomalie? Bah, malheureusement, ce n'est pas si simple et c'est souvent trop long. Ces femmes, elles vont errer entre le gynécologue, le radiologue, la biopsie, le résultat de la biopsie. Et tout ça peut s'étaler sur des semaines, voire vraiment quelques mois avant que cette femme soit traitée pour son cancer, soit diagnostiquée et traitée pour son cancer. Et les conséquences, elles sont évidemment du retard à la prise en charge, mais aussi de l'anxiété, une peur et des complications des femmes voilà, qui derrière vont hésiter à faire la chirurgie qu'il faut bah, parce qu'elles auront eu peur, parce qu'elles n'auront pas été rapidement encadrées, prises en charge et rassurées. Et donc, on s'est dit, pour pallier à ça, il y a des solutions. Là aussi, il faut qu'on se réorganise, il faut qu'on réfléchisse mieux. Gustave Roussy l'a fait il y a maintenant plus de 15 ans et j'ai eu la chance de pouvoir participer à ce programme. Un programme de prise en charge diagnostic en un jour où toute femme qui s'est palpée une anomalie, toute femme qui a eu une mammographie avec quelque chose de suspect, va venir et dans une même journée, elle va rencontrer le radiologue, l'anatomopathologiste, celui qui fait le prélèvement, qui lit le prélèvement, qui fait le diagnostic, et c'est ça vraiment la clé et la rareté, et c'est ça qui en général prend beaucoup de temps, et même le chirurgien ou l'oncologue pour sa prise en charge. Et en une journée, cette femme qui ne sait pas ce qu'elle a, qui vient avec quelque chose de suspect, va avoir une réponse, heureusement parfois rassurante pour lui dire bah non, tout va bien et on vous surveille et c'est tout. Parfois pour lui dire oui, c'est un cancer, écoutez, on peut vous opérer dans une semaine, écoutez, on va pouvoir commencer les traitements qu'il faut très rapidement, vous allez être prise en charge et vous allez guérir. Et je pense que c'est vraiment comme ça que ben, on va atténuer les conséquences et les fléaux de l'après-cancer et surtout rassurer les femmes et les guérir de leur cancer du sein en faisant le moins de dégâts possible.